bon, je vais laisser la parole à Sylviane Goldberg. Il y a juste un mot pour présenter une partie de ses travaux sur l'historiographie. C'est que l'histoire des Juifs, l'histoire de l'antisémitisme a beaucoup changé et évolué. Et elle a publié un ouvrage important l'année dernière, Histoire juive de la France, qui contribue tout à fait à cette évolution, qui consiste à considérer non pas l'histoire juive toute seule, séparément, dans un coin de l'histoire française ou d'un autre pays, mais de la considérer comme une histoire, considérer l'histoire de façon inclusive, en considérant que les Juifs participent de l'histoire nationale, qui sont des acteurs, qui jouent un rôle politique, etc. Bon, il y a même un historien américain, David Miranda, qui est historien des idées, qui va plus loin et qui considère que l'antijudaïsme est une façon de penser, une structure fondamentale de toute la pensée occidentale. Enfin, ça serait peut-être un autre débat. Donc, je passe la parole d'abord à Sylviane Goldberg, qui est directrice d'études honoraires à l'École des hautes études, qui a dirigé le groupe d'études juives du Centre de recherche historique, qui est membre du Comité national d'éthique, qui a travaillé beaucoup sur l'anthropologie historique, sur le temps, la clepsydre par exemple, des ouvrages qu'elle a pu publier, et très nombreuses publications et directions d'ouvrages. Le dernier étant cette histoire juive de la France. On n'a pas eu le courage de vous apporter parce que c'est 3 kilos. Paru chez Albin Michel en 2023 et que je vous recommande de regarder. Voilà. Alors, je réitère les remerciements que j'ai dit en aparté, puisque le micro ne fonctionnait pas. Et puis, je voudrais un peu vous faire part de l'impossibilité dans laquelle je me trouve de vous décrire plus d'un millénaire de relations à l'égard des Juifs, comme ça, en une demi-heure ou en 40 minutes. Par contre, j'ai une porte de sortie, puisque le titre qui a été donné à mon intervention, c'est le débat international. Et donc, je vais vous parler plutôt de comment la question, ou le mot, ou la catégorie, ou la conception de l'antisémitisme est née, s'est développée, et les problèmes qu'elle pose aujourd'hui encore au quotidien, parmi ce tout petit milieu qui n'intéresse personne, que sont les intellectuels et les chercheurs, qui passent leur temps à réfléchir, sans parfois se donner la peine de parler avec les gens qui sont avec eux au café du commerce, au coin du bar, mais qui font fonctionner de manière abstraite des concepts, des catégories, des choses, parfois justes, parfois qui paraissent tout à fait en dehors de ce qui se passe, mais c'est ce qu'on peut appeler le débat international. Alors, l'antisémitisme, qu'est-ce que c'est ? D'abord, comme Nicole l'a mentionné, c'est quelque chose qui apparaît extrêmement tardivement, puisque, en fait, le mot commence à apparaître en Allemagne, effectivement, à la fin des années 70. La date de la naissance du mot est toujours discutée. On a pris l'habitude de ramener ça à Wilhelm Marr, qui était un journaliste qui a pointé ça en 1880. En fait, le mot circulait déjà, mais on a pris l'habitude de rattacher ça à son nom parce qu'il l'a utilisé et qu'après, ça a été repris. L'utilisation de ce terme, lorsqu'il est apparu, était pour définir une vision politique. Et c'est là que nous rentrons dans la question qui me semble être un petit peu la clé de tout ce qui occupe les gens qui réfléchissent à l'antisémitisme. Pourquoi attacher à une vision politique le terme antisémite ? Alors, il faut revenir très loin parce qu'il faut se rappeler, et c'est extrêmement important, que les Juifs, pendant plus d'un millénaire, n'ont pas existé en tant qu'individus, sauf par quelques exceptions extrêmement rares, mais existaient en groupe collectif ou communautaire. Le premier moment où ces gens juifs ont obtenu le statut d'individu à part entière est le moment de la Révolution française.
Jusque-là, il pouvait se trouver des individus juifs qui avaient des fonctions, qui avaient des rôles, des états civils, mais en gros, la population juive était prise dans un énorme collectif juif. Population qui, depuis l'émergence du christianisme, était tolérée dans tous les pays chrétiens, alors que, en général, on ne tolérait pas d'autres religions que les religions dominantes, mais la population juive avait un statut privilégié puisqu'elle devait répondre, en quelque sorte, de l'authenticité du christianisme par lui-même. Et c'est un petit peu comme ça, donc par un statut un peu ambigu d'une population supposément témoin de quelque chose, mise à part avec des lois particulières que la construction de la catégorie, et là je parle d'une catégorie sociale juive, s'est créée. Ça a duré très longtemps puisqu'il faut attendre 1790 pour que les individus juifs apparaissent en tant que personnes autonomes. Et d'ailleurs on peut retrouver dans la pièce de théâtre, enfin dans l'extrait que Nicole a lu, le problème qui se pose, parce que ce sont des juifs, ce ne sont pas des gens, hein, ce sont des juifs. Et le statut de gens, donc d'être humain, est quelque chose qui a beaucoup agité les esprits à partir de la Révolution française pour diverses raisons. Alors je suis très schématique, hein. Il ne faut pas prendre au pied de la lettre, il peut y avoir des exagérations, des raccourcis terribles. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de ce point de vue-là. J'essaie juste de vous donner les grandes lignes. Pourquoi le 19e siècle, hein? La Révolution française a voulu apporter la liberté, l'égalité à toutes les populations. Il faut vous en rappeler, hein, c'est le slogan, hein, liberté, égalité, fraternité. Sauf que ça s'est fait au fil des armes. Lorsque les troupes révolutionnaires sont rentrées en Allemagne, les Juifs n'étaient pas encore émancipés, c'est-à-dire qu'ils n'existaient pas en tant qu'individus. Il pouvait y avoir certains individus, mais en tant que catégorie sociale, il y avait encore des Juifs. Et une des activités révolutionnaires, enfin des troupes révolutionnaires symboliques, a été de porter la liberté à ces groupes sociaux qui étaient mis en marge des sociétés. Alors certains étaient mis en marge des sociétés par leur catégorie professionnelle. Les Juifs l'étaient par leur catégorie religieuse et sociale. Donc il y avait les deux choses qui se combinaient. Et l'image symbolique de l'entrée des Juifs en Allemagne, alors c'est quelque chose qui a été beaucoup repris à la fois dans les descriptions de l'arrivée des troupes révolutionnaires, mais aussi dans les caricatures de l'époque ou dans les emblèmes de l'époque. On plante l'arbre de la liberté et on casse les portes des ghettos. Alors, des ghettos, il y en avait en Allemagne, il n'y en a pas eu partout en Europe. La notion même de ghetto a été beaucoup vulgarisée, transformée pendant la période nazie. Ça n'a rien à voir avec la notion de ghetto elle-même telle qu'elle a existé au cours du Moyen-Âge, mais pas le temps de rentrer vraiment dans les détails ici. Simplement, symboliquement, il existe une force très très forte qui marque les esprits, qui fonctionne entre donner l'égalité de la citoyenneté aux Juifs et les valeurs révolutionnaires. Les valeurs révolutionnaires ne sont pas toujours prises, je dirais, du bon côté par les populations. Il y a des populations qui récusent les révolutionnaires, qui trouvent que c'est extrêmement dangereux, que ça va contre les héritages à la fois sociaux, religieux, etc., etc. Et le 19e siècle est aussi le siècle des révolutions. Ce sont des révolutions qui couvent, qui sont récurrentes. Dans les pays allemands, il y en aura 3. En France, bon, je ne vais pas vous citer la Commune, mais enfin, c'est quand même un moment extrêmement important. Il y a eu la Révolution française dans un premier temps, puis il y a eu toutes les retombées de la Révolution française. Mais ce qui reste attaché, c'est qu'il y a un rapport symbolique dans les esprits entre ceux qui font la Révolution et ceux qui libèrent les Juifs, et puis la place des Juifs dans la société.
Les Juifs, en tant que groupe, ont-ils vraiment le droit d'avoir une place en tant qu'individus dans les sociétés, alors que pendant plus d'un millénaire, ils n'en ont pas eu? Et le problème qui se pose alors est aussi un problème culturel, puisque ce qu'on attache à l'image des Juifs au XIXe siècle, ce n'est pas seulement l'idée que ce sont les révolutionnaires qui les libèrent, mais c'est aussi l'idée des Lumières. Quelque part, dans l'inconscient collectif, se joue quelque chose entre réforme, lumière, révolution et statut des Juifs dans la société. Donc ça, c'est quelque chose de très particulier qui couve dans les inconscients collectifs. Et les inconscients collectifs, au XIXe siècle, ont un rôle très important. Maintenant, il y a aussi quelque chose à laquelle il faut réfléchir, c'est qu'au moment où le mot antisémitismus, tel qu'il a été nommé en Allemagne, apparaît, c'est pour nommer une ligue populaire qui naît à Berlin. Mais ce sont aussi les années où naissent le rapport de l'histoire avec les nationalismes, où l'histoire pénètre dans les universités en tant qu'outil de construction des nations. Et là, on peut voir que se joue aussi au niveau symbolique quelque chose qui a à voir entre juifs, nationalisme, juifs et histoire. La question de l'histoire est aussi assez compliquée parce que c'est le moment où les juifs allemands, alors petit rappel, les juifs allemands ne sont pas encore émancipés. Les juifs français le sont, les juifs allemands ne le sont pas, en tout cas à des degrés divers, parce que l'Allemagne n'est pas un pays unifié. À cette époque, il existe des Länders qui ont chacun la possibilité de décréter des statuts régionaux. Bon, il y a encore cet héritage dans l'Allemagne d'aujourd'hui. Mais au XIXe siècle, c'est extrêmement flagrant. Et il existe aussi dans la notion d'émancipation, donc qui court depuis la Révolution française, des degrés d'émancipation. Pour ce qui concerne les Juifs en Allemagne, leur relation avec leur environnement est assez compliquée. Ils disposent de certains droits politiques, mais il existe aussi ce qu'on appelle aujourd'hui un plafond de verre qui est extrêmement fort, qui leur interdit d'accéder au statut professionnel tant qu'ils ne sont pas baptisés. Et avec l'émergence, ou plutôt l'introduction de l'histoire dans les universités, se crée de manière quasiment synchronique un mouvement parmi les juifs allemands qui va militer pour, d'une part, la pleine émancipation des juifs, mais aussi pour l'entrée de l'histoire des juifs dans le patrimoine général de l'Occident, ce mouvement qui s'appelle la Wissenschaft des Judentum, c'est-à-dire la science du judaïsme, et ce sont eux qui vont créer les schémas historiographiques sur lesquels, finalement, tout ce que l'on sait aujourd'hui de l'histoire des Juifs va fonctionner. Ce schéma se crée cependant à partir d'une idée qui est une lutte politique, c'est la lutte pour l'émancipation, mais c'est aussi une lutte pour, je dirais, l'émancipation culturelle ou pour l'émancipation de la civilisation, puisque le but de ces membres de la Wissenschaft des Judentum, c'est d'apporter dans le patrimoine général de l'Occident tout ce que le judaïsme peut comporter de positif, avec une idée quand même qui va donner un petit peu la trame de tout ce qui va être fait, c'est que certes on reconnaît que les Juifs d'aujourd'hui, donc nous sommes à la fin du XIXe siècle, pâtissent de bien des travers. Ils sont obscurantistes, ils sont superstitieux, ils n'ont pas les mêmes croyances que tout le monde, ils font du bruit, on leur reproche beaucoup de faire du bruit. Mais tout cela, tous ces travers extérieurs que détiennent les Juifs et qui font qu'on ne les aime pas, eh bien, tout ceci est dû aux tribulations, aux exactions
qu'on leur a fait subir pendant un millénaire et demi au moins. Et c'est comme ça que va se développer l'idée d'une histoire des Juifs qui ne serait qu'une litanie d'exactions, de massacres, de bûchers, de pogroms, mais que avec l'émancipation à la fois de la culture juive qu'on va apporter dans le patrimoine occidental et la pleine obtention des droits des citoyens, donc le droit d'entrer à l'université, d'exercer des professions, toutes sans limitation, eh bien, tous ces travers juifs vont disparaître grâce à l'intégration. C'est ce que, pour simplifier, on a appelé, à la suite d'un éminent professeur américain, enfin, qui venait d'Europe évidemment, Salo Wittermeyer-Baron, l'histoire larmoyante, mais c'est une histoire qui avait une fonction extrêmement précise. Et alors, bon, on rappelle toujours, alors, c'est ce que lui disait pendant ses séminaires aux États-Unis. C'est l'anecdote que rappelait Yosef Chaim Yerushalmi lorsqu'il voulait décrire ce qu'avait été l'histoire larmoyante. Il disait toujours, et ça faisait toujours un petit moment comme ça de silence et de succès de foule, mais que faisaient les Juifs entre les pogroms et les bûchers? Ben, ils vivaient. Ils vivaient. Comment vivaient-ils? À partir de cette question-là, les choses ont évolué extrêmement lentement. Comment vivaient les Juifs? Le problème, c'est que entre ceux qui réfléchissent à l'histoire, qui épluchent des archives, qui s'asseyent autour de table pour en discuter, souvent entre eux, ou pour transmettre ce qu'ils viennent d'apprendre à leurs élèves, il se passe des choses autour. Et les choses qui se passent autour, ce sont les contextes historiques. Donc cette histoire se développe, je vous l'ai dit, à partir de la fin du XIXe siècle, mais il y a encore l'Empire tsariste, où il faut attendre 1917 pour obtenir l'émancipation des Juifs. Il y a les pogroms de Kishinev, et puis il y a quelque chose qui s'est développé et qui est extrêmement important, c'est le journalisme. C'est pas pour rien que Wilhelm Marr était journaliste, d'ailleurs, qui fait que ce qui se passe dans la zone de résidence, c'est le lieu où étaient parqués les Juifs jusqu'en 17 et dont ils n'avaient pas le droit de sortir, parce qu'ils n'avaient pas le droit d'habiter les villes. Alors bon, j'ai pas mentionné que jusqu'à la Révolution française, il y avait un droit de péage corporel, pour franchir une rivière, pour aller d'une ville à l'autre, les Juifs devaient payer leur poids en impôts. Bon, ça sont des exemples un peu frappants pour vous montrer l'espèce de condition extrêmement étrange dans laquelle les Juifs ont été tenus. Ça existait encore dans l'Empire tsariste. L'Empire tsariste, donc c'est très très vaste. En général, j'aime bien amener des cartes parce que ça montre l'étendue. Pensez simplement que l'Empire tsariste, ça recouvre la Pologne, et pensez simplement qu'à la fin du 19e siècle, il y avait à peu près 80% des Juifs de la planète qui habitaient là-bas. 1917, on émancipe les Juifs. Mais 1917, c'est juste après la Révolution de 1905, donc il s'est passé beaucoup de choses, dont le fait que le gouvernement tsariste a commencé à faire quelque chose de très moderne, puisque c'est quelque chose qu'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui, c'est l'instrumentalisation, je dirais, à la fois de la notion de la catégorie juif et de l'apport, théologique des maléfices que pouvaient produire les Juifs. C'est-à-dire que l'image, alors qui est apparue avec les troupes révolutionnaires au niveau symbolique, a été directement utilisée dans l'Empire tsariste, et le tsar et les Cosaques ont volontairement utilisé cette image des Juifs révolutionnaires qui veulent nuire à l'État, qui sont contre les nations fondées, comme on sait, sur les racines chrétiennes. Alors là, c'est pas l'Europe, mais enfin bon, on pourrait reprendre ce cliché. Et il y a une forte poussée
de haine et d'exaction contre les Juifs qui se développe à ce moment-là. Ce qui n'empêche pas les historiens de continuer à travailler sur l'histoire des Juifs, hors contexte et en contexte aussi. Parce que parmi ces historiens-là, là j'arrive donc au XXe siècle, vont se trouver beaucoup de Juifs qui appartiennent, qui ne sont plus de l'ère européenne de l'Ouest, comme on pourrait dire, mais qui appartiennent à l'Est, qui viennent de la Pologne, de la zone de résidence et de ces régions-là, qui, eux, jettent un autre regard sur l'histoire des Juifs et qui, eux, se révoltent complètement contre l'aspect, justement, qu'ils jugent trop larmoyant de l'histoire qu'avaient monté les historiens de la Wissenschaft des Judentum au XIXe siècle. Le problème, c'est qu'arrivent les années 30 et la montée du nazisme. Et la remarque que je vous ai mentionnée tout à l'heure de Béron, elle se fait à la fin des années 30. En fait, c'est dans un de ces articles de la fin des années 30 ou au tout début des années 40, alors qu'on ne sait pas encore ce qu'on saura seulement après 45, c'est-à-dire la manière dont les nazis ont traité les Juifs, a commencé à se poser la question comment vivaient les Juifs en dehors des moments où on les massacrait, où on les stigmatisait, etc. etc. Ce qui se passe après la découverte des exactions et des meurtres de masse qui se sont produits pendant l'époque nazie va produire un choc extrêmement important, pas seulement dans le milieu juif, mais surtout dans le milieu, je dirais, des intellectuels chrétiens. Et vont apparaître les premiers travaux qui vont complètement renouveler l'historiographie européenne, chrétienne, en tout cas occidentale, pour le dire au sens très large, et qui part de la question, mais comment en est-on arrivé là ? Et à partir de cette époque, les travaux sur la théologie chrétienne vont se succéder et complètement renouveler le champ, parce qu'on va commencer à travailler directement sur les textes des conciles, sur les chartes, sur les divers actes de discrimination. On va commencer à travailler aussi sur la manière dont étaient présentés les Juifs, donc comment le mot déicide était utilisé par exemple, sur ce qui se jouait dans les représentations des Juifs. On va plus tard encore analyser les vitraux, toutes ces scènes qui font partie de l'inconscient collectif général, qui ont été élaborées sur un très très long terme, et on va aussi petit à petit commencer à travailler sur des notions auxquelles on n'avait peut-être pas pensé comme ça avant, comme les stéréotypes justement, et on va voir que finalement non seulement c'est toute l'histoire de l'Antiquité, toute l'histoire du christianisme lui-même qui va se renouveler, mais aussi l'histoire des Juifs, parce qu'en travaillant sur les textes chrétiens, on peut voir que finalement la position des Juifs, elle était peut-être pas celle que l'on voit dans les textes. Et alors là, je fais un bond de 2 ou 3 décennies dans l'histoire. Certains historiens, alors historiens de l'histoire des Juifs, ont commencé à se dire, mais nous avons un Juif dans les textes chrétiens, mais s'agit-il du Juif que les populations rencontrent, ou bien est-ce un Juif qui n'existe pas ? Et apparaît cet homme de paille qu'on a appelé le juif virtuel dans la recherche, et qui occupe tout un pan encore aujourd'hui de l'historiographie concernant les relations des Juifs avec leur environnement, qui consiste à dire, et parfois certains peuvent étayer cette remarque ou cette observation, on n'a pas besoin des Juifs pour les haïr. On n'a pas besoin d'en connaître. On peut alimenter la haine des Juifs, les stigmatisations des Juifs, sans avoir besoin ni d'en connaître. Et alors on peut renverser justement cette image-là par
Alors bon, c'est un peu du registre de la blague. Vous connaissez la blague des juifs et des coiffeurs, je ne vais pas la ressortir. Mais la question est aussi, je ne peux pas être considérée comme un antisémite parce que j'ai des amis juifs. Hein. On peut haïr les juifs en collectif, penser que ce sont des êtres nuisibles et en même temps en connaître et vivre en toute coexistence ou amitié avec eux. C'est un paradoxe, mais c'est une question qui a été soulevée, je dirais, à partir des années 80-90. À partir du moment où on a commencé à revisiter complètement l'historiographie, et à partir du moment où on a commencé à visiter l'historiographie à la fois juive, mais aussi l'historiographie non juive. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où on met en parallèle les historiographies juives qui s'intéressent à l'histoire des Juifs, donc essentiellement, et les historiographies chrétiennes qui s'intéressent à la manière dont les Juifs ont été traités et représentés, que l'on va aboutir à des questionnements qui ne pouvaient pas être les mêmes que ceux qui apparaissent au XIXe siècle. On est tout à fait dans une autre configuration. Et il y a un grand moment qui réapparaît, alors c'est au milieu des années 90, alors je ne sais pas si Annette va en parler, c'est moi ce que j'appelle le moment Goldhagen. Est-ce que tu vas en parler? C'était pas dans mon projet. C'était pas dans ton projet, mais bon, très bien. Mais parce que mais c'est vrai que je me souviens de l'invitation à Potsdam, n'est-ce pas, pour ce colloque, oui, qui comparait et où j'avais comparé la polémique qui avait suivi Goldhagen avec la polémique dont ça renvoie à Michel Dreyfus, avec la polémique qui avait suivi le Eichmann à Jérusalem de Hannah Arendt. Et c'était à ton invitation. Oui. Voilà. Oui, alors, le moment Goldhagen, je ne sais pas si vous étiez déjà né à ce moment-là ou si vous en avez un vague souvenir, parce que ça correspond en fait à un grand moment, je dirais, de la position intellectuelle de l'Allemagne vis-à-vis de ce qui s'était passé pendant les années nazies. Goldhagen était un historien. Alors, ça peut paraître très allemand comme discussion, mais en fait, ça a eu des répercussions en France parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits à la suite de ça, où on a commencé, alors on a cessé d'accuser le christianisme en tant que tel, hein, et la théologie chrétienne, et on s'est mis quelque part à se dire que finalement, ce qui s'était passé, donc je reviens à la question, comment en est-on arrivé là, hein? Comment a-t-on pu assassiner tellement de gens comme ça, de manière industrielle? Je veux dire, c'est l'horreur totale. Comment nous, êtres humains, avons pu participer à cette chose? Et alors, les travaux ont commencé... Enfin, les historiens, dont Goldhagen, ont commencé à émettre une espèce de filiation entre la pensée des Lumières, donc qui niait le fondement religieux des civilisations, quelque part, ou qui le réfutait, ou qui voulait le sortir de la pensée générale. Et donc, fil direct, c'est à cause de la pensée des Lumières que finalement le nazisme a pu se développer. Ça a provoqué de grands débats. Je sais qu'en France, il y a même un certain philosophe qui en a fait son outil de prédilection après. Bon, ce sont des choses qui continuent. Mais c'est surtout significatif sur les transformations que l'on peut faire, je dirais, grâce à l'instrumentalisation, quelque part, de ce que sont les Juifs. Alors, les Juifs, je vous ai dit, c'est une catégorie sociale, mais l'antisémitisme, à partir du moment où le mot a émergé, c'est devenu une catégorie de pensée. Et c'est cette catégorie de pensée, donc cette catégorie de conceptualisation, qui a commencé à être grignotée à partir... Alors pour moi, c'est le moment Goldhagen. Mais en fait, c'est à l'inverse que ça s'est produit, puisque ça a été complètement remis en question en 2009. Alors je vais faire des incises là, parce que pour vous expliquer ce qui s'est passé en 2009, il faut que je revienne aussi vers les années 90, donc on est encore dans la pensée Goldhagen. Il y a un historien américain, c'est Gavin Langmuir, qui a voulu conceptualiser vraiment l'antisémitisme, c'est-à-dire en faire un outil, hein, qui puisse permettre
à la fois de le relativiser, mais aussi de le comprendre, en tout cas de lui donner des limites conceptuelles, et qui a publié 2 et 3 livres même, qui sont les grands classiques pour tous ceux qui veulent utiliser la notion d'antisémitisme. Donc il a établi l'historique, d'une part, de comment ça s'était construit, puis il a donné des paramètres. Ok. Tous les anglo-saxons le connaissent et l'utilisent, évidemment. Je ne sais pas, en France, il n'a même pas été traduit, bien sûr. Mais c'est un des éléments qui ont fait qu'en 2009, un historien, donc David Engel, qui était spécialiste du monde polonais, qui a beaucoup travaillé sur la Shoah, a complètement remis en question cette idée d'un concept d'antisémitisme en disant et en expliquant attention, on ne peut pas faire de ça un concept parce que c'est un mot qui, en quelque sorte, est vide, parce que si on regarde l'histoire de très très longue durée, alors il y a des stigmatisations, il y a des préjugés, il y a des luttes politiques, il y a des mises à l'écart, il y a des plafonds de verre, mais est-ce que tout ça, c'est bien la même chose? Et il a commencé à réfléchir là-dessus. Donc ça, c'est 2009, c'est ce qui, pour moi, est le deuxième tournant dans l'historiographie concernant les relations des Juifs et des chrétiens. Est-ce qu'on doit vraiment, il posait la question, mettre dans le même sac un bûcher et le fait qu'on ne puisse pas devenir chef d'orchestre à Berlin? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut vraiment penser ça ensemble? Ça, c'est le moment où je dirais le concept en lui-même a commencé quelque part à s'ébrécher. Sauf que, 2013, apparaît le grand livre de Nirenberg, qui, lui, bat complètement en retraite sur tous ses travaux précédents et décide que finalement, oui, on met tout dans le même sac, tout est pareil, on a toujours haï les Juifs à toute époque, en tout temps, et je simplifie, c'est juste pour vous donner les grandes lignes des choses sur lesquelles les gens discutent aujourd'hui. Et donc, comme l'a dit Nicole tout à l'heure, c'est un des pivots de la pensée occidentale. Bon. Ça, c'est 2013. Donc, nous avons, à partir de ce moment-là, des débats qui se développent entre historiens de tous bords qui vont en quelque sorte déployer leur spécialité, leur scholarship, chacun leur tour, sur les domaines qui sont les leurs, pour se demander ou discuter ensemble, finalement, les croisades, est-ce que c'est un moment antisémite ou est-ce que c'est un moment de crise sociale et économique? C'est une question qui a été posée. Est-ce que les croisades étaient vraiment contre les Juifs? De quoi il était question pendant les croisades? Est-ce qu'on peut vraiment dire que les croisades font partie de ce pivot antisémite sur lequel fonctionne l'Occident? Et puis, il y a aussi des travaux qui ne ressortent pas, qui pourraient sembler au niveau de surface extérieure faire partie de la même chose, mais qui sont plus de l'ordre de l'anthropologie, je dirais, du christianisme. Je pense aux travaux de Kenneth Stau, qui est aussi un Américain, mais qui a fait toute sa carrière en Israël, qui, lui, a examiné dans les textes, alors c'est un médiéviste, dans les textes des pères de l'Église et dans les textes qui ont été promulgués, écrits pendant tout le courant du Moyen-Âge, ce que l'on disait, quels mots étaient utilisés à l'égard des Juifs, et qui s'est rendu compte que finalement, la peur chrétienne, c'était la peur de la contagion et de la maladie. Et lui, il a bâti il a échafaudé, alors en dehors des catégories d'antisémitisme et d'anti-judaïsme, une espèce d'analyse, alors qui peut apparaître aujourd'hui extrêmement pertinente quand on pense à ce qui s'est passé, ce qui a couru sur les réseaux sociaux à l'époque du Covid, donc il n'y a pas si longtemps. Donc pollution, contagion, contagion de quoi? Contagion à l'égard de la pureté du christianisme, bien sûr. Les Juifs sont
parce qu'ils sont là, toujours potentiellement nuisibles à la pureté. Et bon, si vous reprenez certains textes, effectivement, des pères de l'Église, vous allez voir que la qualification alors, des chiens, de souillure, ce sont des choses extrêmement récurrentes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de se demander comment tout ça fonctionne, finalement. Parce qu'on en arrive au XXIe siècle et on peut retrouver des choses auxquelles personne ne croit, mais qui sont utilisées dans le langage courant. Alors, comment ça marche ? Et finalement, je pense que c'est la question autour de laquelle, aujourd'hui, vous réunissez ce séminaire. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on retrouve des choses dont on aurait pu penser que plus personne ne pouvait y croire ? Alors, on ne retrouve pas le personnage du juif cornu avec une queue, etc., parce que ça, on voit franchement... c'est un fantasme. Hein. Ça, on remet ça au monde médiéval. Et encore, est-ce que les gens du monde médiéval y croyaient alors qu'ils vivaient tout à fait en coexistence, en voisinage avec les Juifs? Vous voyez bien que non. Hein. Ça, on ne le retrouve pas. Mais ce qu'on retrouve, c'est la transformation des stéréotypes. Or, la transformation, le remixage, hein, pour utiliser un mot d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été justement instrumentalisé pendant la période nazie. Les nazis ont beaucoup travaillé en fait sur les textes du Moyen-Âge et ils ont retrouvé, et puis c'était pas si loin parce que le tsar l'avait fait peu avant, hein, donc il y avait... Oui, merci, je m'arrête très vite. Je vais d'ailleurs m'arrêter presque là-dessus. C'était pas si loin parce que le tsar avait ressorti les textes, notamment considérant l'accusation de meurtre rituel. Hein. Juste avant la Révolution, il y a eu cette accusation qui a fait déferler à Moscou absolument les journalistes du monde entier, parce qu'il y a eu l'affaire Bélis, qui a rameuté les foules. Et donc, on a ressorti cette vieille histoire du XIIIe siècle, enfin du XIe, XIIe, XIIIe siècle, du meurtre rituel. Les Juifs tuent les petits-enfants. Bon. Il faut avoir l'oreille un peu bouchée pour se dire qu'avec tout ce qu'on dit sur les meurtres d'enfants aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui résonne dans notre inconscient collectif. Maintenant, comment fonctionne l'inconscient collectif ? Il fonctionne sur des héritages inconscients. Hein. C'est le propre de l'inconscient collectif. Et il est peut-être compliqué de se demander comment ça fonctionne, mais ce n'est pas un historien qui peut répondre. Et encore, enfin, les historiens peuvent vous dire comment ça se passe, ils ne peuvent pas vous dire pourquoi. On peut voir un élément déclenchant, puis les autres, comment ça s'enchaîne, comment ça se coagule, mais la manière dont on ressort certains stéréotypes à un moment donné, et comment ils fonctionnent en se transformant et en évoluant, ça c'est quelque chose qui est tout à fait compliqué, en tout cas pour le domaine des historiens, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter, donc avec plein de points d'interrogation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvia.